Bonsoir à tous, bienvenue dans iWeek, toute l'actu de l'écosystème Apple, en direct ou presque. Ce soir, l'émission est enregistrée avec cause de 8 mai. On a tourné l'émission avec quelques heures d'avance avec les copains qui sont au rendez-vous. Je vous remercie d'être là en ce jour très important pour la France, n'est-ce pas, messieurs? Merci d'être au poste en ce jour férié pour passer une heure avec vous et avec moi. C'est très sympa. Je vous salue tout de suite, hein, vous qui êtes quatre coins de la France, comme on dit pour un hexagone. Salut Élie. Hello, mes respects mon commandant. Oh, mes respects aussi. Ravi de te retrouver un peu plus tôt que d'habitude. Mais oui, mais en même temps, tu sais, il fait gris, il a plu, donc je regarde par la fenêtre, il fait pas beau du tout. Donc, il vaut mieux être là dans iWeek et se réchauffer entre copains. Oui, absolument. Et puis, si tu as vu le président Macron ce matin, il était lui aussi sous la pluie. On est tous à la même enseigne. Je ne sais pas s'il fait meilleur du côté de Pau. Salut Gilles. Salut Benjamin. Donc, on est au poste, mais pas en garde à vue. Ah, tant mieux. Et ici, il fait pas mal. Il y a eu du soleil ce matin et on a pris un gros coup de vent tout à l'heure pour chasser les nuages. Bon, tu es au chaud, c'est parfait. Et puis, on va rester dans le sud avec notre ami Frédéric Cavaillé qui est de retour pour sa deuxième. Salut Frédéric. Ah, tu n'as pas rouvert ton micro, Frédéric. Ah oui, tu auras le bonnet d'âne du jour. C'est moi. Voilà. Comment ça va, Frédéric? Ça va très bien, à part qu'à Nîmes, il fait gris, il pleut et c'est un temps à rester avec iWeek. Bon, écoute, on est très très content que tu sois avec nous pour cette émission. Tu as encore très largement contribué au sujet dont on va parler, donc on est ravis de te retrouver. Évidemment, vous pouvez réagir à l'émission de ce soir, hein. Vous connaissez le hashtag iWeekTV, il est marqué ici en bas. On ne pourra pas répondre dans le cœur de l'émission parce que celle-ci est enregistrée, donc là en fin d'après-midi. Mais évidemment, on va suivre sur Twitter ce que vous aurez à nous dire, hein, n'est-ce pas les garçons, et on fera on fera le suivi, on fera le service après-vente, évidemment, ce soir et dans les jours qui vont venir. C'est promis. Alors, on va commencer par le premier sujet de la semaine. C'est un sujet un petit peu... c'est un marronnier, on va dire, qui revient tous les ans, mais là, ça commence un peu à chauffer, puisqu'on est à maintenant moins d'1 mois de l'ouverture de la WWDC 2019. C'est la conférence développeur Apple qui revient à San José du 3 au 7 juin, si je ne me trompe pas. Et là, on commence à avoir des infos sur ce qui va être montré et ça fait envie. Et oui, en fait, tous les analystes commencent à avoir des petites idées de ce qu'Apple risque de présenter au niveau iOS, tvOS, y compris d'ailleurs macOS. Donc, alors, on ne sait pas si c'est vraiment vrai ou si c'est des choses qu'ils regardent un peu dans l'état, mais en tout cas, les fonctionnalités ont l'air d'être pas mal. Alors, pour l'instant, les infos qu'on a, enfin les infos, c'est pas des infos d'ailleurs, c'est quoi? Non. C'est des rumeurs? C'est des infos? C'est des rumeurs, c'est des rumeurs, oui. C'est que de la rumeur, ouais. De la fuite. Ouais, de la fuite, tu dis Gilles? Oui. Souvent, elles sont un petit peu instrumentalisées, d'autant que les amis d'en face avaient leur pince à fesses hier soir. Alors, on va décrypter. Les amis d'en face qui avaient leur pince-fesses hier soir, c'est Google qui organisait la grande keynote de la Google I.O., qui est l'équivalent pour Google de ce qu'est la WWDC pour Apple. C'est ça. Et que vous avez suivi d'ailleurs en direct sur Watch avec magnifique. Mathieu dans un endroit Mac spécial d'ailleurs. Et oui. Donc, je ne t'ai pas coupé, Gilles, à toi. Non, c'est moi qui ai fait des clins d'œil et un petit peu d'humour, sachant qu'il faut Android monte en puissance au point de vue fonctionnalité et il faut absolument
allumer les contre-feux et Samsung sait très bien faire et Google aussi savent très bien faire la même chose au moment de la présentation des iPhones en septembre. Donc c'est de bonne guerre. On envoie des petites balises pour dire nous aussi on est là et on existe. Ouais. Alors, ouais, Elie. Oui. Non, c'était juste des petites fonctionnalités parce qu'en même temps j'essaye de lire sur l'iPhone. Vu que mon Mac ne s'allume toujours pas. Donc, mise à jour intempestive, on va dire. C'est exactement ça. Donc, j'essaye de lire un peu les mises à jour. Et donc, iOS 13, il y a des petites choses. Le dark mode qui maintenant peut être géré par le centre de contrôle. Ils ont changé le sleep mode aussi. Apparemment, il va y avoir une nouvelle application message qui va ressembler un peu plus à WhatsApp, qui est devenu très populaire. Et donc, je pense qu'Apple, ça doit un tout petit peu les embêter. Donc, ils ont décidé de donner un petit coup de propre. Ouais. Maps, apparemment, qui aura des petites nouveautés. Rajouter des photos, pouvoir mettre des adresses fréquentes plus facilement. Une nouvelle application livre, pourquoi pas. Donc, il montrera un peu une barre de progression dans la lecture pour savoir si on est au début ou à la fin du bouquin. Une nouvelle appli santé, une nouvelle appli mail, ça pourquoi pas, avec la possibilité de faire du mute pour des threads qui seraient un peu longs, des choses comme ça. Et surtout, apparemment, et ça c'est important, une fonctionnalité qui permettra aux iPads d'être des écrans externes d'un Mac, et ça on en a parlé un peu comme le Luna Display. Et puis, ils vont combiner, mais ça on en a parlé aussi, Find My iPhone et Find My Friends. Et ça c'est très important, il semblerait qu'ils vont changer la partie multitâche d'un iPad, la façon dont on passe d'une appli à l'autre, qui des fois n'est pas facile et pas assez intuitive, on l'a déjà dit, et ça serait bien s'ils trouvaient une façon de se rapprocher un peu du Mac, ça serait pas mal, parce que c'est un peu le défaut. C'est le but d'Apple de tout rassembler, fusionner avec iOS, macOS, tout d'un coup, quoi. Oui. De les rapprocher. Ouais, de les rapprocher. Pas faire le Glooby-Boulga qui avait été une catastrophe de Microsoft, qui avait été une catastrophe sur Windows 8, qui avait obligé Microsoft à rétro-pédaler en catastrophe dans une mise à jour. Donc on rapproche les expériences tout en gardant une spécificité à chaque plateforme et surtout, comme chaque fois avec Apple, à chaque usage, chaque type d'usage. Je voudrais rajouter un petit truc, compléter ce que Elie a très très bien résumé, c'est que en plus, comme chaque année, j'ai envie de dire, on gagnerait plutôt, puisque le conditionnel est encore de rigueur, on gagnerait de la performance au niveau du code, au niveau de l'OS, et donc on gagne en vitesse, on gagne en économie vraisemblablement en autonomie. Et en obsolescence programmée, en soi-disant obsolescence programmée. C'est-à-dire le reste, oui, ça, non. C'est-à-dire que oui, sujet tabou, enfin, il faut en parler. Une fois de plus, Apple a été pris comme bouc émissaire sur la question et comme caisse de résonance médiatique. Et donc, vraisemblablement, les anciens modèles gagneraient une année supplémentaire de délai de grâce pour utiliser les... Non, mais c'est énorme ce que tu dis. Pourquoi une année allô, non. Ça fait cher l'année. Oui. Non, les modèles obsolètes... Ça sort d'où, ça, Gilles? Chaque année, ça fait 2 ans, sinon 3, au moins 2 ans que les modèles anciens qui normalement ne devaient pas bénéficier de la mise à jour ont un délai de grâce et peuvent utiliser la version supplémentaire. Oui. Ah si, ça fait partie des critères soulevés par les environnementalistes
pour parler d'obsolescence programmée Ouais, de la part d'Apple. j'avais pas compris ça tout à fait. Oui, hein. moi non plus. Comme Ellie. Mais là, c'est plus clair. Ouais. Et comme Fred d'ailleurs. Oui, j'ai mieux compris. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Je suis désolé. Ah, tu peux en même temps. Je vais pas pouvoir le prendre, mais je vais envoyer un petit message quand même. Oui, non, on ne parle pas effectivement tout à fait de la même chose, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que Apple, on va dire, fait profiter davantage d'appareils des mises à jour. C'est ça. Mais c'était considéré. Le fait que les anciens modèles ne puissent plus bénéficier des nouveautés logicielles était considéré par les environnementalistes comme l'un des critères de l'obsolescence programmée. Comme l'iPhone 6 Plus. Ouais. C'est ça. Oui. Ça remonte d'une génération en fait supplémentaire, c'est ça que tu veux dire. C'est ça. Bon, mais pour revenir sur cette WDC donc, qui se profile dans moins d'un mois maintenant, en gros, il y a des fuites plus ou moins orchestrées par Apple, sans doute. Hein, voilà, ça fait pas de mal, on va dire, à ce stade-là. Mais les éventuelles grosses surprises, pour l'instant, on ne sait rien. Alors, si c'est soft, il n'y aura pas d'énormes surprises parce qu'on commence à peu près à voir ce que ça va être. S'il y avait une mise à jour hardware du style un nouveau MacBook Pro ou une présentation du Mac Pro, on peut toujours rêver, ben ça, il n'y a pas trop de fuite. C'est plus des espoirs de geeks comme nous qu'une vraie fuite. Hein. Oui, parce que oui. Ça serait le bon moment, je trouve, de le présenter, sachant que c'est le WDC des développeurs pour le montrer, quoi. Ça serait bien. Bah, c'est sûr que c'est le public idéal pour des machines pro. Donc un Mac Pro devant le public de la WDC, ça aurait du sens. Moi, je crois qu'il va se passer quelque chose du côté du Mac Pro. Je n'ai aucune info, hein, mais c'est juste... je sens un truc. Mais et un super écran. Et peut-être un super écran, oui. Si c'est utile pour les développeurs, si c'est une incitation supplémentaire à travailler pour la plateforme, ils le feront. Sachant que Google ne s'est pas gêné pour présenter une nouvelle version de son smartphone pour inciter les développeurs à travailler pour la plateforme. Ouais. Bon, en tout cas, on sera fixé dans un peu moins d'un mois, puisque la keynote, qui n'est pas encore confirmée, hein, sauf erreur, elle devrait avoir lieu... Ça a été confirmé, non ? La keynote, non. Non, la WWDC, oui. Oui, mais la keynote, non. Elle est toujours confirmée dans un deuxième temps, en général. Donc, elle devrait avoir lieu le 3 juin au soir, heure française. Donc, évidemment, en tout cas, moi, je serai là. Vous, je ne sais pas, mais... Oh, oui, on sera là. On sera là pour vous faire suivre en direct ce qui sera annoncé sur la scène du Convention Center de San José dans le sud de la Silicon Valley. Alors il y a un autre événement qui se prépare, qui lui est pour la semaine prochaine. C'est un événement français dont on peut être très fier. Et en tant que partenaire de Command IT, je tiens à vous rappeler l'imminence de ce rendez-vous qui a donc lieu le 15 et le 16 mai prochain. C'est donc mercredi et jeudi de la semaine prochaine. Ça se passe au Grand Rex à Paris. La première édition avait eu lieu à Poitiers au Futuroscope. C'était déjà assez classe. Là, le Grand Rex, ça va être super. C'est vraiment l'événement dédié aux administrateurs Apple francophones qui est de retour donc, cette année à Paris. Les amis Guillaume Jette et Bertrand Pourcel sont sur le pont pour préparer cet événement, pour en faire vraiment deux belles journées, parce que ça se passe sur 2 jours. Et on y sera, nous, pour la première fois. Alors, on est très heureux, très fiers en tant que partenaire d'être dans cette belle liste, vous le voyez, des partenaires de Command IT. Être partenaire pour nous, ça veut dire qu'on va tourner une émission spéciale sur place, au Grand Rex. Et vous retrouverez une partie de l'équipe, parce que certains d'entre nous vont y aller. Donc Élie sera là, je serai là, François Ledix sera là, Audrey Coulot sera là. Et puis on ira aussi à votre rencontre, vous les administrateurs, les participants. On essaiera de vous raconter ce qui se sera passé et de discuter au maximum avec vous dans notre esprit ouvert, comme d'habitude. Donc ça va être très sympa. Si vous avez l'intention d'y aller, la tentation est grande d'attendre le dernier moment pour vous inscrire. Attention, parce que les places sont limitées.
Et oui, dans la salle du Grand Rex, on ne peut pas mettre 15 000 personnes. Donc, ne tardez pas pour vous inscrire sur le site dont vous avez vu la page d'accueil, commande-it.fr. C'est l'adresse. Et c'est donc mercredi prochain, le 15 mai et le jeudi 16 mai, donc 2 jours vraiment de networking, de partage de connaissances, d'infos, avec des sujets, des grands sujets, comme évidemment la RGPD, hein, même si elle est entrée en vigueur il y a 1 an, mais ça va être un des gros sujets encore cette année. L'administration des parcs Mac, évidemment, et la cohésion avec de l'iPad, de l'iOS, etc. La gestion des polices, enfin bon, voilà. Toutes ces grandes problématiques, si vous gérez un parc de machines, vous savez que c'est loin d'être évident. Donc voilà. Moi, je suis très heureux d'y aller pour la première fois, Élie. Je ne sais pas si c'est ton cas. Moi aussi. Oui, c'est la première fois. Oui. Il n'y a que François, je crois. François a été déjà à Poitiers. Déjà Guillaume, bien sûr, aussi. Mais moi, c'est la première fois et j'avoue que je suis assez impatient parce que c'est en plus un domaine que je connais et je suis assez curieux. Il y a des domaines qui vraiment m'intéressent. Par exemple, comment survivre à un déploiement alors qu'Apple a arrêté Mac. Alors qu'Apple a arrêté quoi? Il est frisé. Ah oui, ça a coupé pendant 3 secondes. Oui, donc, puisqu'il y avait plein de fonctions d'administration qu'on faisait avec macOS 10 Server, et maintenant, il n'y en a plus. Hein, donc, le netboot, il n'y a plus. Un certain nombre comme le MDM, de fonctions comme le MDM auront été arrêtées aussi. Donc, tout ça va être remplacé par des outils tierces, mais qu'on ne connaît pas forcément tous. Et donc, c'est bien de savoir ce qu'en pensent des spécialistes, hein, comme Guillaume en particulier, puisque c'est une grosse partie de son métier. Donc, et puis, il y a d'autres consultants Apple qui seront présents aussi. Donc, je pense que c'est intéressant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que François s'est inscrit dès la première année, parce que lui, il gère un parc. Bah donc, c'est en plein son métier. Mais oui. C'est son métier aussi. En plus d'être enseignant. Voilà, donc Commande IT, c'est la dernière occasion pour nous d'en parler avant que ça ait lieu, donc je voulais vraiment insister là-dessus. Et on fait une grosse bise à Guillaume et à Bertrand, leur souhaitant plein de succès et bon courage pour cette dernière ligne droite avant le 15 et le 16 mai. On va revenir à l'actu typiquement Apple et aux rumeurs. Vous le savez, les AirPods ont été mis à jour il y a quelques semaines. Et comme on vous le disait déjà depuis plusieurs numéros, on attend une 3e génération d'AirPods pour la rentrée, peut-être, sans doute, probablement. Et il se confirme, Élie, que ces écouteurs sans fil pourraient être dotés d'un système de réduction de bruit ambiant, ce qui serait quand même assez étonnant quand on sait... Je crois que ça pèse 7 grammes, un AirPod. Hein. Mais oui. Je ne sais pas si vous m'entendez là, parce que moi, l'image est figée. C'est l'essentiel. C'est un gros challenge technologique. Depuis que cette fuite a eu lieu, donc tous les spécialistes se posent la question, est-il possible de fabriquer des AirPods à réduction de bruit alors on t'a perdu. Est-ce que c'est possible? Oui, alors je vais poser la question. Oui, t'es revenu, Élie. Alors, est-ce que c'est possible? Cool. J'espère que oui. Tant qu'on ne les a pas vus, on ne sait pas. Mais c'est compliqué parce qu'en plus, généralement, les casques à réduction de bruit sont des casques qu'on met autour de l'oreille, un peu comme les casques de Gilles et de Fred. Oui. Il n'y a qu'un constructeur qui a réussi à le faire de façon très correcte, c'est Bose. Dans les Quiet Comfort, je crois que c'est les 15 qui sont des intras, donc des casques comme ceux que je porte moi ou que porte Benjamin. Et eux ont un système de réduction de bruit que personne d'autre n'a réussi à faire, à ma connaissance. Donc, si Apple y arrive avec des casques qui sont totalement sans fil, parce que ceux de Bose sont filaires, hein, donc il n'y a pas le problème en même temps de la synchro des deux oreilles en simultané. Moi, j'ai un Bose, j'ai un Quiet Comfort qui est Bluetooth aussi. Hein. Je ne sais pas si on t'a récupéré. Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est un gros challenge technique. Comme la liaison entre Paris et Nice ce soir, mais c'est pas grave. Gilles, Fred, qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité de voir arriver une réduction de bruit sur les AirPods? Ils peuvent le faire. Ils ont les moyens, ils ont la technologie. Moi, je pense qu'ils arriveront.
Et ça va vraiment se vendre bien. Gilles? Si ça a été fait, ils le feront. Ils essaieront de le faire mieux que les autres. Et d'autre part, si des lunettes à réalité virtuelle sont vraiment sur les rails, comme il en est question pour 2020 ou 2021, ça fait partie des fonctionnalités ou des accessoires qui sont absolument nécessaires. Ah oui. Donc, vraiment, ça ne m'étonnera pas du tout. Quoi. Bon. C'est un détail vraiment pour nous, mais Gilles et Fred, si vous pouvez vous décaler un peu vers votre droite. Voilà, Fred, tu avais tendance à pencher un peu comme la tour de Pise, mais c'est parfait. si tu peux, c'est super. Et Gilles, tu es parfaitement bien désormais, donc merci beaucoup. Donc AirPods, ça va sans doute bouger probablement en septembre, donc avec les nouveaux iPhones probablement. Hein, c'est ça l'idée, Elie? Alors, l'idée, c'est peut-être annoncé avec les iPhones, mais disponible plutôt vers novembre pour la saison de Noël. C'est vraiment pour la fin de l'année. Ça ne sera pas disponible en septembre, d'après ce qu'on a lu. Hein. D'accord, ok. Donc, il y a du boulot du côté des AirPods. Et puis, évidemment, Apple travaille sur la génération 2019 d'iPhone et d'iPad Pro. Et là, il est question d'une nouvelle technologie d'antenne. Qui veut m'expliquer ce que ça pourrait avoir comme intérêt et comme bénéfice? Tadam. Une meilleure 5G pour l'année prochaine? Une meilleure 5G, dit Fred, oui. Je ne sais pas. Une nouvelle technologie d'antenne. Oui, alors, il y a un souci récurrent, c'est la façon dont on place ses doigts sur l'iPhone. On peut faire une sorte de bouchon, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. On gêne la réception du GSM et du coup la réception est moins bonne, l'iPhone force, chauffe, envoie davantage d'ondes et tire davantage sur la batterie, puisque les puces de communication sont le troisième poste de consommation sur un terminal mobile. Donc, s'il y a une nouvelle technologie d'antenne, on peut penser que c'est de ce côté-là qu'il faut chercher. Maintenant, je n'ai pas d'informations particulières. Alors, sur les iPads, apparemment, ce serait attendu pour la fin de l'année. Hein. Parce qu'on parle des nouveaux iPad Pro. Oui, c'est ça. Donc, alors que les iPhones, c'est septembre. Absolument. Et j'ai essayé de voir un peu les détails parce que, moi n'étant pas métallurgiste, la différence entre du LCP et du MPI, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense que ça parle aux ingénieurs. Mais il semblerait que la réception serait meilleure, effectivement, et que, en tout cas, notre analyste chinois préféré, qui lui se trompe jamais, exactement. Tout à fait. Pour lui, il dit que c'est un no-brainer, ça veut dire que c'est un truc logique et qu'Apple doit le faire. Donc, Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ça concernerait les iPhones dès le mois de septembre? Oui. Probablement oui. Mais par contre, ce que dit l'article, et c'est un peu bizarre, enfin bizarre non, parce qu'on ne sait jamais, c'est que oui, ça semble logique pour l'an prochain, mais qu'Apple reviendrait à la génération actuelle pour la 5G. Parce que cette nouvelle technologie serait très bien une sorte de technologie d'intérim, mais que pour la 5G, il serait obligé de revenir à la technologie actuelle, à moins qu'il trouve une façon de régler le problème. Donc ça voudrait dire que les prochains iPhones ne seraient pas 5G alors? Non, mais ça c'est sûr. C'est sûr, oui. C'est sûr. C'est sûr. Il n'y a pas les infrastructures, ça ne sert à rien. Vous êtes sûr que les prochains iPhones ne seront pas 5G? Non, parce que quand on parle des iPhones 2020, il faut voir que ceux-là vont être annoncés en 2019 et qu'ils vont... En septembre 2020, il y aura la génération d'après. Donc, et la 5G en France, en tout cas, ne sera pas prête avant mi-septembre. Et encore, ils vont peut-être faire des essais. Orange va faire des essais dans 4-5 villes en 2020, mais il n'y aura pas une couverture nationale. Apple ne va pas sortir un produit qui sera forcément premium au niveau technologique. D'abord, ils ont des problèmes de modem, ils ont un problème de production. Et ensuite, sortir un iPhone 5G alors qu'il y aura peut-être 2 arrondissements de Paris qui vont l'avoir et peut-être un arrondissement de Lyon, pour Apple, ce n'est pas suffisant pour
rajouter le prix de ces composants au prix des iPhones. Il faut qu'il y ait une couverture de masse pour le faire. Et puis surtout, il y a un problème de fréquence. Les fréquences ne sont pas attribuées, on ne sait pas où. Donc, il faut que les modems soient compatibles. Il faut se souvenir, la pétaudière que ça avait été la 4G en France et en Europe. Les modèles qui étaient sortis, 4G qui étaient sortis, étaient compatibles à peu près partout, sauf en France. Les fréquences ne sont pas les mêmes non plus sur le continent américain. Enfin, il faut vraiment savoir comment et avec quelle fréquence les opérateurs vont fonctionner. Ouais, mais Free, ils ont un petit bouton magique. C'est quoi le bouton magique de Free? J'attends de dire, c'était la dernière une émission, pas Gilles, pardon. Eli avait dit que Free avait un bouton magique pour passer à la 5G. Alors, oui, non, c'est une image. Oui, il a pas tort. Non, en fait, et Free a fini par le reconnaître. On avait émis l'hypothèse que les antennes 4G qu'installait Free un peu partout, puisqu'ils avaient du retard à rattraper, étaient déjà prévues pour faire de la 5G, et on avait un peu avancé ça comme une hypothèse, mais on avait quand même lu des trucs. Hein. Et Free a fini par reconnaître que la plupart de leurs antennes peuvent basculer en 5G en appuyant sur un bouton. Xavier Niel l'a dit comme ça. Maintenant, il faut que les fréquences soient attribuées et il faut que ça se confirme. Hein. On parle d'un PDG qui fait du marketing et qui doit rassurer des actionnaires. Et en plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais la réunion des actionnaires de Free a eu lieu, je crois que c'était hier ou avant-hier. Et donc, ils ont annoncé un plan multi-annuel où ils ont parlé de croissance, où ils ont parlé d'un certain nombre de, jusqu'à 2024, choses. Ouais. C'est ça, exactement. Donc, ils ont intérêt, effectivement, à dire « Ah ben nous, la 5G, on est prêts. Hein. » C'est bien. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une année préparatoire pour la 5G. Oui. Que ça devrait vraiment commencer à arriver l'année prochaine. Et on verra les tarifs. On peut le dire comme ça. Mais du coup... et puis, il y a deux la périodicité de l'iPhone étant en septembre, quelque part, il risque, par exemple, d'offrir un iPhone 5G après Samsung avec son Galaxy. Oui, comme souvent, parce que tu sais, souvent les annonces de Samsung, c'est en mars, ils défrichent un peu le marché, ils essuient les plâtres, et puis Apple arrive en septembre après avec une techno je vois pas de quoi tu veux parler. On ne sait pas, tu veux plier un téléphone pour voir ça. Bon, sur la pliure du téléphone, Apple a eu des soucis à un autre moment, mais c'était pas le même produit. Mais bon, on reparlera du Fold en fin d'émission juste pour vous donner ces nouvelles et pour vous dire à quel point on est désolé pour Samsung. Oui, ça se voit. Complètement désolé. Bon, voilà, je voulais qu'on passe à un sujet très très sérieux qu'on ne pourra pas traiter de manière complète en 2 minutes, mais je sais que c'est un sujet que tu regardes de près, Gilles. C'est Bruxelles qui se mêle maintenant au conflit entre Spotify et Apple sur la musique dématérialisée, on peut dire, la musique en ligne, avec une procédure de surveillance du marché qui vient d'être ouverte. Qui a le plus à perdre là dans l'affaire? Parce que Spotify est loin devant Apple maintenant. Hein. Oui. Mais comment dire, Bruxelles ne peut pas faire autrement. Ils examinent la plainte déposée par Spotify. Après, c'est comme une plainte au pénal ou n'importe quelle procédure. Le procureur l'examine, soit il classe sans suite, soit il confie l'affaire à un juge d'instruction et la procédure suit son cours. Là, ils vont instruire l'affaire, regarder comment ça fonctionne. Les deux parties vont exposer leurs arguments de façon sérieuse, autrement que par communiqué de presse interposé. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Le problème, c'est que tu peux nous rappeler ce que Spotify reproche à Apple, parce que on peut installer l'appli sur les iPhones, les iPads, le Mac sans problème.
Oui, mais ils reprochent de leur mettre des bâtons dans les roues et de leur faire payer une commission sur les achats qui sont faits dans l'application. Or, Apple réplique qu'ils ont toujours fait les mises à jour que leur demandait Spotify, que leur soumettait Spotify, et qu'il n'y avait pas de raison qu'ils bénéficient de passe-droit par rapport à l'ensemble de la communauté des développeurs. Après, est-ce que ça pourrait faire jurisprudence? Ça dépend de l'enquête qu'ils mènent. Hein. Imaginons que Spotify obtienne gain de cause. En tout cas en Europe. Oui. Ça pourrait avoir de grosses conséquences quand même, parce que tous les éditeurs passent à la caisse. Oui, c'est normal, ils passent. Si tu vas vendre des yaourts ou des photos ou n'importe quoi, des meubles sur un marketplace chez Amazon ou n'importe quelle plateforme de vente en ligne, tu vas payer également des commissions. Donc il n'y a pas de... Comment dire, ça ne me choque pas, comme on dit dans le vocabulaire habituel, quoi. Ouais, ça fait partie des... Mais même si tu vas sur une place de marché, tu vas payer une patente à la ville. Ah non, mais je ne conteste pas qu'ils prélèvent au passage, mais je veux dire, si Spotify gagne, il y a quand même beaucoup d'éditeurs qui risquent d'enquiller. Oui. Oui, mais comment dire, ce sera plus, à mon avis, sur les conditions particulières qui sont faites par Apple dans l'ensemble du fonctionnement que le principe même de la redevance ou de la commission sur la plateforme. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, pour compléter ce qu'a dit Gilles, et je suis d'accord évidemment sur cette partie-là, c'est qu'on ne sait pas quelle surveillance et quelle va être l'enquête qui va être menée par la Commission européenne. Parce que si par exemple, ils regardent pourquoi est-ce que sur un HomePod, on ne peut pas piloter une playlist Spotify ou on ne peut pas connecter Alexa ou des choses comme ça. Ils vont dire, est-ce que ce n'est pas discriminatoire? Parce que les autres sont un peu plus ouverts qu'Apple dans certains trucs. Et là, ça pourrait être vraiment embêtant. Donc, après, il y a des choses sur AirPlay 2. Vous avez vu que Netflix s'est retiré en disant Apple nous met des bâtons dans les roues. Donc, s'ils commencent à regarder tout ce qui est streaming, que ce soit audio ou vidéo, et est-ce qu'il y a des choses, ça pourrait être embêtant pour Apple à ce niveau-là. Parce que et ça va se chiffrer. Mais ce que dit Apple aussi, c'est qu'il ne joue pas le jeu des standards que Apple demande aux développeurs pour être présents sur la plateforme, des standards de qualité, de mise à jour, etc. Et qu'il n'y a aucune raison que les concurrents demandent le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Ah, le sourire, toi tu dis le sourire. Oui, moi je ne disais pas la même chose, moi. Dans d'autres régions, on dit autre chose que le sourire, notamment. Oui. En Normandie. Je ne sais pas ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on dit à Nîmes, Frédéric? Ah, je ne suis plus très bien, j'avoue. Je ne sais plus, j'ose pas. Bon. J'ose pas. Un trou de mémoire comme ça, soudain. Ouais, et toi, Fred, qu'est-ce que tu utilises comme... Est-ce que tu es abonné à un service de musique en streaming ou pas? Oui, moi, c'est Apple Music. Apple Music. Apple Music, j'adore. Et j'ai pas encore essayé ce Spotify, pourquoi pas, mais sinon, Apple Music, c'est le plus que j'utilise. Bon. Ouais, moi, c'est Spotify, on en avait parlé une fois. Oui, et j'ai pourtant essayé Apple Music, et c'est vrai que plutôt tenté par utiliser des produits Apple, mais les ayant essayés côte à côte pendant 3 mois, honnêtement, je préfère Spotify. Il n'y a pas moyen. J'ai essayé de revenir à Apple Music. Redis-nous ce qui fait la différence pour toi au profit de Spotify. En fait, je trouve que les playlists, alors Apple a beaucoup insisté en disant que c'était des playlists préparées par des humains, contrairement à Spotify où les playlists seraient préparées par des algorithmes et des robots. Ouais. Eh bien, moi, je trouve que les playlists de Spotify sont absolument magiques. Et il me trouve des choses qui sont incroyables. Il y a, bien sûr,
le radar des sorties qui est vraiment très très bien fait, dès qu'un titre d'un artiste que je suis ou qui m'intéresse ou que j'ai écouté sort, il m'envoie un petit message en disant « Tink, il y a le nouveau disque de Mika » ou peu importe, le nouveau single qui vient de sortir, écoutez-le, tu cliques, tu l'écoutes, c'est magique. Et puis ils ont sorti un truc qui s'appelle « Playlist pour vous ». Et donc, en fonction de ce que j'ai écouté, ils me proposent des playlists avec des artistes qui ne sont pas ceux que j'ai écoutés, mais qui, pour eux, vont me plaire. Et il y a aussi une playlist qui souvenirs pour vous. Et c'est en fonction de la musique. Et il me sort des playlists où il y a 50 chansons. Et sur les 50, j'aime à peu près 48. Ah ouais. Alors que je ne les connais pas. Donc, ils sont d'une précision, ça m'hallucine. Et j'ai découvert des groupes et des artistes que je n'avais jamais entendus et que j'adore. D'accord. Donc, c'est pas sur le catalogue, mais c'est sur les recommandations. Oui. Ouais. Absolument. Le catalogue est à peu près le même, hein, il faut le savoir. Mais la façon de rechercher est meilleure dans Spotify que dans Apple. L'interface d'Apple, je ne parle pas du catalogue qui effectivement est très très bon dans les deux cas, mais la façon dont on fait une recherche, je la trouve beaucoup plus intuitive. Moi, on en parlait déjà, et ça va bouger sans doute le mois prochain, puisque iTunes va sans doute éclater en plusieurs morceaux, etc. J'espère vraiment que ça va changer, qu'il va y avoir un gros coup de balai, parce que la musique sur l'écosystème Apple, c'est très, très... moi, je n'aime pas du tout. Pourtant, je l'utilise, hein, mais un peu contraint forcé. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment tout reprendre à zéro, quoi, excusez-moi, c'est pas Amazon qui ont parlé de faire une meilleure qualité de son en streaming aussi? Il y a toujours Qobuz qui a une offre en haute résolution audio. À ma connaissance, c'est les seuls, je crois. Peut-être que Spotify en a une aussi. Oui, non, ce que dit Frédéric, c'est Netflix a fait une annonce il y a quelques jours en disant qu'ils ont complètement changé leur système audio pour améliorer la qualité. Et donc maintenant, tout ce qu'on regarde dans Netflix, on a une qualité audio qui est bien meilleure. Suivant comment vous êtes équipé, ils envoient du Dolby Atmos ou du Dolby Digital et ils ont des nouveaux algorithmes qui s'adaptent à la vitesse de connexion. Donc, ils ont mis une équipe, mais vraiment une équipe énorme de personnes uniquement sur la qualité audio des films. Top. Donc, j'ai vu la conférence de presse et c'était génial. Ils ont fait des exemples, c'était incroyable. All right. Bon, voilà pour la partie Spotify, Apple. Je voudrais qu'on revienne quelques instants sur une info qu'on n'a pas pu traiter la semaine dernière, parce qu'il n'y a pas eu d'émission, comme vous le savez. Apple a annoncé ses résultats trimestriels. Je sais que Gilles, tu as toujours l'œil sur ces choses-là, sans doute Fred aussi, et Ellie, enfin, on a tous l'œil dessus, mais Gilles, tu avais envie de revenir dessus pour en dire un mot. Qu'est-ce qui ressort pour toi de ces résultats trimestriels, dont je vous affiche, comme ça, pour moi, la partie la plus intéressante, hein, qui est la répartition par région et la progression du chiffre d'affaires par catégorie de produits. On t'écoute, Gilles. L'idée, c'est que le fléchissement qui est moins important que le trimestre précédent, c'est en grande partie le marché chinois pour deux raisons, hein, principalement. Enfin, trois. C'est la ligne qu'on voit, Greater China, hein, qui correspond à la Chine continentale. Voilà. Par rapport aux réactionnaires de Formose, comme on disait. Alias Taïwan, voilà, c'est ça. Greater China, c'est juste pour faire plaisir à Pékin. Ah oui. Sinon, c'est China, normalement. Ah non, mais là, c'est... Ils en ont besoin. Il y a le dollar qui est fort, le marché, l'économie chinoise qui fléchit, donc il y a moins de liquidités, et la montée en puissance des constructeurs locaux, sachant que la popularité de l'iPhone en Chine et le départ très important quand il a été mis à disposition était en grande partie du patriotisme économique, c'était la fierté du fait que ça soit fabriqué en Chine. Et là, les fabricants locaux
avec l'intégration politique et économique du système. Tu me fais une analyse géopolitique, là, Gilles. Oui, c'est très important. C'est très important pour eux. Ils sont, comment dire, du coup, le marché, le marché intérieur devient aussi important pour Huawei ou je ne sais plus d'autres constructeurs que pouvait l'être Apple sur le marché intérieur américain. Bon, en gros les chiffres augmentent aux US, ils augmentent au Japon. Ils stagnent en Europe. Ils baissent légèrement en Europe. Ouais. C'est à peu près flat. Et ils baissent beaucoup en Chine. Ah oui, pour moi, c'est quasiment plus de 25%. Ouais. Ce qui est important surtout, c'est la montée en puissance des wearables, c'est-à-dire de l'électronique à porter sur soi et des services. Alors c'est la partie du bas, hein, donc vous voyez alors c'est en millions de... Attends, je dis pas de bêtises. Dollars. C'est en millions de dollars? Non. Oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est en milliards en fait. Hein. Un milliard de dollars. En milliards. C'est en milliards de dollars? Oui. Non, en tout. Ah oui, c'est en milliards de dollars. Oui, c'est en milliards de dollars. Absolument. 31 pour les iPhones, c'est 31 milliards de dollars. Milliards, oui. Parce que si c'était 31 000 $... C'est ça, oui, non. Non. Oui, c'est en milliards. Attendez, je vérifie. J'ai un doute. Oui, c'est en milliards. Oui, c'est en milliards. C'est un milliard. Hein. Oui, ce sont des millions de dollars. Des milliards. Non, des milliards. Des milliards. C'est 31 000. 31... Ah, pardon. 31 000 millions, ça fait 31 milliards de dollars. C'est ça. On dit la même chose, en fait. J'ai l'impression... Henri Krasuki sort de ce corps. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, ça me rappelle cette séquence historique inoubliable. Bref. Alors, juste les chiffres, oui. Donc, comparons les... Juste pour que vous sachiez comment on lit ce tableau, la première colonne, c'est donc le trimestre qui vient de s'achever. La deuxième colonne, c'est le trimestre précédent. C'est ça. Donc, on peut comparer d'un trimestre sur l'autre. Donc, on voit que, par exemple, pour l'iPhone, on est passé de 37 milliards et demi à 31 milliards. Énorme. Oui. Et la troisième et quatrième colonne, c'est sur 6 mois. Donc, on a une vision encore plus diachronique. Mais là, on peut voir l'évolution quand même d'un trimestre sur l'autre. D'un trimestre calendaire. Le Mac est relativement stable. Mais ce n'est pas du trimestre de Noël au premier trimestre du calendrier. C'est du premier de décembre à mars 2019 par rapport à décembre à mars 2018. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ah oui, tu as raison. J'ai dit une bêtise. C'est par rapport au même trimestre de l'année dernière. De l'année d'avant, oui. Tu as raison. Donc oui, on compare deux périodes comparables. C'est vrai que c'est difficile. Pardon, j'ai dit une bêtise. C'est vrai que c'est très difficile de comparer, même si on le fait évidemment, deux trimestres consécutifs, parce qu'évidemment, quand on passe du trimestre de Noël et qu'on compare avec le trimestre qui est juste après, forcément, c'est presque un combat inégal, évidemment. Sachant que dans le trimestre de Noël, il y a aussi le Black Friday, donc c'est un gros trimestre, on va dire. C'est le plus gros d'ailleurs de l'année. Bon, bref, sur l'évolution, sur les produits, qu'est-ce que tu retiens, Gilles? Que l'iPhone, qui était en fait, on est sur des cycles longs. L'iPhone, qui était ce qu'on appelle la vache à lait, c'est-à-dire le principal contributeur aux résultats d'Apple, est en train de fléchir. Et ce sont c'est l'électronique apportée sur soi, c'est-à-dire l'Apple Watch et toutes les choses, les AirPods et toute l'électronique qui va être dans des petits gadgets qu'on va trimballer, les futures lunettes éventuelles. Dont les AirPods.
Oui, bien sûr. Les AirPods, mais les futures lunettes, ou la voiture, ou CarPlay, quand ça va devenir payant. Mais attends, là tu fais des hypothèses, là on ne sait pas, tu ne peux pas dire que c'est les chiffres de ce trimestre, les lunettes et la voiture. Non, c'est la classe de produits est en train de prendre le relais de l'iPhone, comme l'iPhone avait pris le relais de l'iPod. Et les services, il ne faut pas oublier les services aussi. Et les services également, c'est ce que j'allais y venir. Bon, d'accord. C'est vrai qu'à l'époque, Apple, ils avaient tout mis dans le même panier, l'iPhone, quoi. Ils avaient négligé un peu le reste. On en a parlé, effectivement, tu as totalement raison, Fred. C'est quand une boîte, et c'était le cas il n'y a pas longtemps, déclare qu'entre 70 et 75% de ses revenus viennent de l'iPhone, ou d'une catégorie de produits, c'est extrêmement dangereux, parce qu'il suffit que tu te rates une fois pour que ça soit dramatique. Donc, pas tous les mêmes œufs dans le même panier. Voilà. Il faut trouver le relais de croissance suivant, sachant que c'était le même reproche qu'on faisait pendant des années à Apple par rapport à l'iPod. Juste sur l'évolution du Mac qui baisse légèrement, on va dire. C'est normal. Moins 4,6%. Tim Cook a clairement désigné le responsable de cette baisse. C'est Intel. C'est Intel. Mais bien sûr. Et pourquoi, Frédéric, c'est Intel alors ? Alors Intel, par rapport qu'ils ont problème de production de microprocesseurs et le stock est très limité. Et même Intel ont signalé, je ne sais plus dans quel site, que Apple préparerait leur propre microprocesseur entre 2020 et 2021. Oui, ça fait un moment qu'on en parle effectivement, de cette évolution assez fondamentale. Intel, ils y croient dur, hein. Je crois qu'Apple y croit dur aussi, à sa propre puce. Mais sinon, c'est vrai que les stocks sont limités chez Intel, au niveau production. Mais honnêtement, j'ai lu l'article, et Tim Cook, quand il dit quelque chose comme ça, il ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi, parce que toutes ses paroles sont analysées par des tas de gens. Ça sent la fin quand même. Ouais, et par des actionnaires. Donc oui, mais je veux dire, c'est un peu facile. C'est pour ça que j'avais rajouté un commentaire en disant voyons, parce que oui, on est d'accord, mais c'est un peu facile parce que Apple avait qu'à s'occuper un peu plus d'approvisionnement pour être sûr qu'ils en aient suffisamment. Et n'oubliez pas que Tim Cook, sous Steve Jobs, c'était le chef logisticien. C'est lui qui a fait tous ces miracles d'exporter la production, de développer la Chine, etc. Donc c'est vraiment lui l'expert mondial en approvisionnement. Maintenant qu'il est PDG, il a peut-être moins le temps, mais en tout cas c'est quelque chose qu'il sait faire et qu'il sait contrôler. Moi, le reproche que je fais, et vivant ça tous les jours sur le terrain, si les Mac se sont un peu moins vendus ce trimestre, et on pourrait dire la même chose sur les iPhones, c'est parce qu'il n'y a plus de grandes nouveautés. Nos clients sont friands de nouveautés. Oui. En design en particulier, Apple a les meilleurs designers. Après, il y a un sujet sur les designers dont on pourra parler. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau dans les 6 derniers mois en Mac ? Il y a eu le MacBook Air nouveau, très bien, ok. Et il y a eu une mise à jour d'iMac ridicule. Enfin, ridicule. Non, c'est un petit speed bump de processeur. Mais est-ce que ça te fait changer ton iMac parce que tu as un nouveau processeur qui est légèrement plus rapide, mais la machine n'a pas changé d'un iota. Moi, ça ne me fait pas envie. Ouais. Moi, j'attends vraiment le futur iMac, style, pourquoi pas un écran plus grand, incurvé, ce style-là, qui me ferait envie. C'est pour ça quand on parlait de la WWDC en début d'émission, que je trouvais que ce qui fuite, c'est juste normal que les choses évoluent, qu'on gagne un peu en puissance, etc. Mais c'est pas ça qui va faire vibrer les gens. Mais c'est ça, parce que regarde, pardon Gilles, juste une seconde, je te laisse après t'exprimer. Regarde l'évolution des Mac depuis que Steve Jobs était revenu. On est passé de l'iMac tournesol, de l'iMac Bondi Blue aux iMac tournesol, puis après on est passé à l'iMac boule avec son merveilleux cou qui se tordait dans tous les sens, puis après on est passé à l'iMac G5, puis après on est passé aux iMac plus plats, et après ça s'est arrêté. Donc ça fait plein d'années où les iMac n'ont pas changé d'un pouce. C'est vrai. Et c'était le cas sur les PowerBooks, c'était le cas.
les produits changer de design tous les 3 ans. Donc speed bump, ok, mais design radical tous les 3 ans, et c'est pas le cas. Ouais, ouais. Alors, ce que je vous propose, il nous reste finalement déjà peu de temps, puisqu'il nous reste 7-8 minutes, pas plus. Je voudrais qu'on s'arrête 2 minutes sur un test de logiciel que Gilles nous propose, et on terminera l'émission en parlant des mouvements en interne chez Apple. Si vous le voulez bien, Gilles, ce test, qu'est-ce que c'est ? C'est DxO Photolab, qui est un logiciel qui a évolué, qui au départ était uniquement un logiciel de développement de fichiers RAW et qui est en train de monter en puissance et qui, à mon sens, pour tout ce qui est photo, vaut largement Lightroom avec tout un tas d'avantages. Le principe, c'est que il y a une adaptation le logiciel va analyser la photo. Oui, la photo et l'image en vérifiant l'objectif et le type de boîtier que vous avez. Ils vont corriger à la façon d'une lentille les défauts optiques qui sont inhérents au modèle d'appareil que vous avez et corriger les défauts de déformation de l'objectif et au niveau optique je suis navré. Au niveau optique c'est ce qu'on voit là. Oui. La déformation en barillet là qu'on voit, c'est-à-dire comme un tonneau, mais également les défauts de vignettage, comme on appelle, c'est-à-dire le sombre tout autour là. Vous voyez dans les coins. C'est pas tout à fait Photoshop, quoi. Hein. Non, c'est davantage comme Adobe Camera Raw, avec une fonctionnalité de suppression de correction du bruit numérique, qui est extrêmement performante, qui s'appelle Prime. Alors, ce nouveau modèle a corrigé des défauts des précédentes versions. On a un catalogue qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus clair, beaucoup plus facile à utiliser. Et ça coûte combien ? Alors, il y a, c'est pas donné, il y a je vois 99,99 € moi sur le tout à fait. Pour la version d'entrée de gamme. Elle est un tout petit peu plus cher pour la version avancée qui est destinée aux professionnels. 149,99 € pour la version Elite, effectivement. C'est ça. Pas mal. L'avantage qu'il a, c'est que il n'y a pas de travail en ligne. Vous êtes propriétaire de votre logiciel et surtout, il n'y a pas le fichier de correction que vous apportez se rajoute et se met dans vous ne mettez pas votre fichier original dans un catalogue propriétaire à l'application. Il est entièrement disponible et les corrections sont inscrites dans un fichier compagnon. Juste en un mot, Gilles, est-ce que tu le recommandes ou pas ? Je le recommande. Si tu en parles. Très fortement, je l'utilise depuis des années. J'avais un certain nombre de réserves par rapport à ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, on est vraiment sur... on peut, à mon sens, se passer de Lightroom avec pas mal de bénéfices, sachant qu'on peut corriger maintenant
facilement les défauts, ce qui n'était pas le cas, les problèmes de poussière, etc. Bon, et on faire des interventions locales. Gilles, je t'interromps parce que il nous reste vraiment 2 minutes tout compris. Je voudrais juste donner cette précision que tu me soufflais à l'oreille tout à l'heure, c'est que jusqu'au 14 mai, et on n'a aucun intérêt à vous le dire, parce qu'évidemment on n'est pas du tout intéressé, mais il y a cette offre spéciale donc, qui vous permet de bénéficier de 30% de réduc en plus sur maximum sur ces logiciels. Très bien. Voilà, Très bien. DxO Lab, hein, c'est ça? C'est ça, et c'est une boîte française. C'est une boîte, absolument, c'est une boîte française. Donc bravo à eux, et testez-le et dites-nous ce que vous en pensez avec le hashtag iWeekTV. Je voudrais juste qu'on termine cette émission en parlant des mouvements en interne chez Apple, puisque 3 des membres, on va dire un peu fondateurs, clés tu en parlais, Elie, de l'équipe de design sont partis ou vont partir. Ça va pas aller dans le sens de ce que tu souhaiterais, Elie. Hein. Non, effectivement. Après, ce qui peut se passer, c'est que, étant donné que Johnny Ive a repris les rênes du day-to-day, qui veuille renouveler son équipe, on ne sait jamais. Les gens, c'est comme ça qu'il faut le voir, tu penses ? Oui. En étant positif, oui, parce que ce qu'il faut voir, c'est que Johnny Ive était parti pendant toute une période pour s'occuper de l'Apple Park, ça lui a pris quand même quelques années, pour s'occuper un peu de design de store, etc. Et il a mis en place des gens qui devaient s'occuper des produits. Bon, lui, il avait toujours un œil, mais il n'avait pas le temps. Donc, tu mets des gens à la place de chef, et après, au bout d'un temps, tu reviens en disant « Hop, je suis de retour, c'est moi le chef à nouveau », il y a des égos. Et c'est tous des vedettes à ce niveau-là. Bon, les amis, ça va repartir en douceur. On va souhaiter que ce soit le début d'un nouveau cycle. En tout cas, merci beaucoup à vous 3 d'avoir été ce soir avec nous. On n'était pas en direct, mais vous pouvez continuer à réagir sur Twitter avec le hashtag iWeekTV. Salut Fred, salut Gilles, salut Elie. À la semaine prochaine, évidemment. Et nous, on se retrouve donc mercredi prochain à 20h pour un nouveau numéro d'iWeek. Toute l'actu Apple en direct ou presque ce soir. Salut à tous.